Mais c'est une longue question.
chose de bureau, si vous voulez. Comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Mon téléphone m'a envoyé du coup un certain nombre de choses que je voulais demander. C'est une dire.
Ok. Salut. Salut. On reste ensemble avec Emmanuel. Il y a 1062 personnes. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Une petite consigne, je ferai la chasse au micro ouvert, mais voilà, si vous pouviez penser à fermer vos micros pour le moment, s'il vous plaît. Merci de vous être connectés. Alors, on a organisé ce webinaire dans des temps très très courts, mais c'est un petit peu lié à l'actualité chaude du moment. Je tenais à remercier tous les participants et les membres de l'équipe projet Séraphin pour leur disponibilité. Séraphin PH, on en est à la 10e année de réflexion, d'échange et la démarche Séraphin PH rentre dans une nouvelle phase avec la nécessité de mettre en place un accompagnement technique dont nous allons parler aujourd'hui avec le lancement de la campagne des coupes Séraphin, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou de recueil des données, suite à la publication du décret paru au journal officiel le 31 janvier. Ce recueil des données, il se fait sous une période de 15 jours. L'équipe projet Séraphin PH vous expliquera plus précisément. Et il a débuté aujourd'hui pour certains établissements qui avaient peut-être eu l'ensemble des informations et s'étaient préparés, et va durer jusqu'au 6 avril 2025 par période de 15 jours. Donc, nous sommes le 3, vous pourrez commencer le 3 ou le 10 ou le 17 ou le 24, etc., etc. Mais tout ceci va vous être expliqué par la TIH. Donc, c'est un nouveau calendrier un petit peu plus étendu que ce qui était initialement prévu, suite à des négociations qu'il y a eu entre le ministère et un certain nombre de fédérations gestionnaires, que ce soit Nexem ou la FEAP notamment. Alors, quel est l'objet de ces coupes? Ces coupes, elles doivent permettre de finaliser les paramètres du futur modèle de tarification. Et nous savons qu'au niveau d'un certain nombre de structures, elles suscitent des interrogations, des besoins d'outillage, voire des inquiétudes parfois dans le secteur des structures pour l'enfance en situation de handicap. Et donc l'objectif de ce webinaire, il est de vous éclairer dans la mesure du possible sur le pourquoi du recueil de ces données, les différents outils qui auront été mis à votre disposition, qui vont être mis à votre disposition pour réaliser ce recueil des données et ces coupes, et la présentation des différents éléments qui sont attendus dans le cadre du recueil des coupes. Donc, c'est l'enjeu du moment et c'est pourquoi la CNSA et la TIH nous ont sollicité pour essayer de vous apporter dans la mesure du possible des éclairages techniques. Voilà, je vais laisser la parole à Guillaume Marion, le représentant de la DGCS, pour qu'il puisse
continuer un petit peu l'introduction de ce webinaire et puis ensuite nous laisserons la parole à l'équipe Séraphin, Jeanne Grangeret, Pauline Mutuel et à la TIH, Fabienne Pecoraro, pour qu'elle vous présente un petit peu les attendus du recueil de données. Monsieur Marion, je vous laisse la parole. Vous étiez là tout à l'heure. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, oui. Je ne sais pas si vous me voyez, parce que à force Non. d'enchaîner les visios, la caméra finit par ne plus savoir où elle est. Bon, peu importe. Donc bonjour à tous, euh, merci à vous, Antoine, de cette introduction et de cette recontextualisation. Je vais être très court parce que je pense que ce dont vous avez besoin, c'est avant tout des informations pratiques sur les outils à mobiliser dans la période de recueil. Donc, comme vous l'avez dit, Antoine, la mobilisation des acteurs tant fin décembre au moment du GTN que plus récemment, à travers les prises de position des fédérations, ont permis un desserrement du calendrier hein, qui va jusqu'au 6 avril pour la période de recueil. Donc vous avez toute liberté pour organiser cette période de recueil au sein de vos établissements jusqu'au 6 avril et avec une date butoir de remontée des données qui, elle, est fixée au 16 mai de cette année. La TIH, Fabienne et la CNSA, Jeanne, reviendront sur ces éléments-là pour vous dire ce que ça signifie. Pourquoi une coupe, pourquoi un recueil séraphin? D'abord parce on a un modèle hein, déployable dans les tuyaux pour lesquels il nous faut conforter certaines données. Il y a des coefficients multiplicateurs, modulateurs de dotation qu'il faut affiner à partir de données réelles, puisque les chercheurs ont travaillé sur des données qui remontait soit aux études nationales de coûts, donc c'est quand même 2018-2019, soit des campagnes de l'expérimentation Séraphin, soit de données finesse qui, comme vous le savez, sont pas forcément d'une actualité énorme. Pour pouvoir juger des impacts de ce premier modèle à déployer, nous souhaitons travailler à partir de données réelles. Ce qui est important, et je vais énormément insister là-dessus, c'est que le modèle en vitesse de croisière n'aura pas à aller chercher toutes ces données. Donc il faut bien passer le message comme quoi là, on- le recueil est à très large spectre, il est lourd, très lourd, d'où d'ailleurs la réaction de vos représentants. Mais il n'est pas, les données qui sont demandées ne seront pas les données qui seront utilisées à partir du déploiement. C'est à des fins de vérification et de stabilisation de certains compartiments de l'équation que nous avons besoin de, excusez-moi pour la formule, taper large. Il y a des pistes qui permettent d'approfondir le modèle, qui nécessitent également d'être vérifiées à partir des données réelles. Donc on travaille pour aujourd'hui, demain, au moment du déploiement et l'avenir, pour avoir un modèle qui soit plus en adéquation avec les promesses initiales de Séraphin, à savoir être en capacité de capter le besoin des personnes accompagnées. Il y a eu un travail considérable de fait par la CNSA en parallèle de la préparation du recueil autour de l'identification de certains indicateurs hein, qui pourraient être mobilisés pour ce modèle dans le cadre du dossier usager informatisé et le travail autour du Ségur du numérique dans le médico-social. Donc un travail sera fait à partir de fin 2025 et toute l'année 2026 pour que vos systèmes d'information puissent recueillir
des indicateurs nomenclaturés financés directement par l'État auprès des éditeurs dans le cadre du Ségur numérique médico-social. Donc là, c'est une marche haute à passer, une marche compliquée dans le contexte politique dans lequel on est, puisqu'on ne pouvait pas communiquer sur ce recueil avant l'avis de la CNIL de fin décembre. Nous n'avons pas eu les arbitrages attendus du fait des périodes de transition politique qu'on a pu connaître à différents moments au cours de l'année 2024 et début 2025. Euh, Cependant, un COSTRAT est prévu pour la mi-mars et est en cours de confirmation, enfin, est même confirmé. Les membres du COSTRAT seront réunis à la mi-mars pour redonner le la politique de cette réforme des financements. Le principal, c'est que vous sachiez que les données qui sont recueillies au semestre 1 2025 à travers la campagne de recueil ne prédispose pas des données qui serviront au modèle. Le spectre sera beaucoup moins large et que par ailleurs, il n'est pas prévu de se servir des données recueillies en semestre 1 2025 pour fonder la tarification, la première année de tarification du modèle. euh, Quelle que soit la date d'entrée en vigueur de ce modèle de tarification. Il y aura des besoins de réactualisation certains ou des besoins de reprécision de certains indicateurs qui seront choisis à partir du recueil. Donc, les données recueillies ont une importance énorme pour stabiliser le modèle, mais ne serviront pas euh, au calcul des financements dans le cadre de Séraphin l'année du déploiement. Voilà ce que je voulais dire pour vous, j'espère vous rassurer et pour introduire la présentation que va faire la CNSA et la TIH, que je remercie d'être présent. Merci. Jeanne, je vous laisse peut-être prendre la parole. Je vois que vous avez commencé le partage d'écran. Oui, très bien. Si vous voyez, Alors, vous voyez et mon je écran, ne, c'est c'est parfait. bon, on voit, Super. c'est parfait. Hop, je vais le mettre en plein écran. Mm. Oui, bonjour. Donc, je travaille à la direction du financement de l'offre à la CNSA. Et donc, je vais vous présenter avec mes collègues de la TIH les informations concernant le recueil, en continuité des introductions de Guillaume. Alors, concernant les enjeux. Donc le recueil Séraphin de 2025, c'est donc un nouveau recueil. Un recueil implique une collecte et cette collecte est confiée à l'ATIH. Chaque finesse ET concernée par le périmètre donc, du secteur de l'enfance, et on va aller voir un peu plus tard ce périmètre en précision, chaque collecte, enfin, la collecte des données se fera au niveau de chaque finesse ET, chaque finesse géographique. Le recueil a pour finalité donc de disposer d'un état des lieux national sur l'activité et les coûts des structures, donc quelque chose de récent, des données beaucoup plus récentes que celles qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, comme l'expliquait Guillaume. Ce recueil va permettre d'ajuster le modèle de financement euh, pour pouvoir apporter des précisions en fait par rapport au volume de données concernées et par rapport au type de structures qui vont participer, puisque là on est à peu près sur 4000 structures concernées. Le recueil aussi a pour objectif de mettre à disposition des établissements qui auront participé les simulations par rapport aux effets de la réforme et puis de produire des études à des fins de pilotage, d'évaluation et d'appui aux politiques publiques. Donc le recueil 2025 a vraiment un intérêt, il y a vraiment un intérêt à y participer. Plus il y aura d'investissement de la part des établissements et services, plus on aura de précision sur les données recueillies et donc des effets importants pour la suite du projet.
Concernant le champ du recueil, donc il a été annoncé que les établissements de l'enfance étaient concernés par cette première phase, cette première vague. Les établissements de l'enfance dont l'orientation est soumise à une notification de la CDAPH. Cependant, il y a besoin de préciser ce champ. Vous avez dans la partie verte les types de structures qui sont concernées par le recueil. Donc, c'est essentiellement la communication qui est faite depuis le début du, du projet Séraphin. Et vous avez en rouge les structures qui sont hors champ. Donc là, je vais peut-être m'attarder un peu plus dessus parce que ça peut être intéressant quand même de l'entendre. Donc on a les centres de ressources sont exclus, ainsi que les CAMS, les CMPP, les BAPU, les PCO, les PCPE, les équipes mobiles expérimentales, les équipes diagnostic précoce TSA, les DAR, EDIPA, les plateformes de répit, les UEA, les UMA, les UEM, les ULIS, SAD et SIAD. Donc, pour les structures qui sont en rouge, elles ne sont pas concernées par le recueil. Les structures dans le champ vert donc, sont concernées par le recueil et donc la collecte est obligatoire puisque le décret tant attendu a été publié le 29 janvier 2025. Vous retrouvez ces caractéristiques sur la slide. Donc souvent, la question qui revient, c'est comment ça se passe lorsqu'on a un finesse unique avec plusieurs activités, et notamment une activité qui est dans le périmètre, une activité qui est hors périmètre. Donc dans le cadre, par exemple, d'un IME qui a des places d'accueil de jour, avec une activité de plateforme d'accompagnement et de répit. Donc la plateforme d'accompagnement et de répit est hors champ, l'accueil de jour est dans le champ. Eh bien, le recueil ne portera que sur l'activité de l'accueil de jour. Voilà, et non sur l'activité de plateforme d'accompagnement. Je vais laisser la parole à Fabienne. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer sur la partie dispositif technique de ce recueil avec le calendrier où vous voyez les différentes dates de coupe affichées. Alors, une coupe, qu'est-ce que c'est? Une coupe, c'est un recueil d'activités pendant 14 jours calendaires. Une coupe, ça commence toujours un lundi et ça va finir un dimanche. Donc, c'est 14 jours consécutifs, donc ça finit le dimanche suivant. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs périodes de coupe possibles. Comme cela a été dit en introduction, les dates ont été, il y a des périodes de coupe complémentaires qui ont été ajoutées. Donc la première étape à faire de votre côté, c'est de choisir la date de coupe qui va représenter le mieux l'activité de votre établissement. Donc on vous invite à éviter les périodes de vacances scolaires, hein, si votre établissement est fermé notamment. Cela ne sera pas représentatif de vos prises en charge. Donc là, sur ce rétro-planning, vous voyez, donc on attendait l'avis de la CNIL et la publication du décret pour pouvoir lancer ce recueil. Mais pour autant, depuis décembre, tout un ensemble d'informations a été mis à votre disposition sur la page Internet dédiée au recueil de la TIH. On verra le lien plus tard et je vous le remettrai dans le chat également. Donc sur cette page, vous allez retrouver beaucoup d'informations qui vous aident à prendre en main ce recueil et à préparer les coupes. On y reviendra aussi par la suite. Donc pendant 14 jours, vous faites la coupe, ça veut dire recueillir des informations, et ensuite vous allez devoir les saisir et les transmettre sur une plateforme dédiée. Donc il y a un logiciel dédié et une plateforme dédiée. Et comme cela a été indiqué également en introduction, tout doit être transmis avant le 16 mai pour que nous puissions avoir le temps de consolider les données et de les exploiter par la suite. Pendant toute cette période, une ligne de support est mise à votre disposition. Je vais également vous donner les adresses dans la suite de cette présentation. Donc voilà pour la vision macro de ce calendrier de recueil. La première chose à faire quand on commence ce recueil, c'est d'informer les usagers, d'informer les personnels également. Alors, vous devez informer les personnes accompagnées et ou les tuteurs légaux, puisque ici on parle d'enfants, à travers plusieurs moyens. Donc là, vous voyez dans la colonne « Comment informer ».
Sur le site de la TIH, vous avez des modèles de notes qui sont mis à votre disposition. Donc, 2 modèles de notes, un modèle destiné aux adultes et aux tuteurs, et un modèle en facile à lire et à comprendre. La CNIL nous a demandé également de compléter ces notes par une information orale auprès des usagers. Donc là, vous avez des extraits des notes, mais vous pouvez tout à fait aller les télécharger. On les a mises au format Word pour que vous puissiez vous en emparer et puis préparer vos publi-postages. Donc là, la première chose à faire, c'est d'informer les usagers. Vous allez aussi devoir informer les correspondants de l'étude, donc chef de projet, délégué à la protection des données si vous en avez un, et le correspondant de l'étude Ramsès-PH. Donc là, j'ai envie de dire, c'est des données de contact assez habituelles puisqu'on va venir recueillir le mail, voilà, les différentes informations pour qu'on puisse interagir avec ces correspondants dans le cadre de la collecte. Un courrier type est un folk. Ah Tu bah l'as, oui, ce oui, truc-là celui-là, je l'ai. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je lis, ouais. Excusez-moi, je pense qu'il y a un micro Oui, qui a coupé. ça y est, j'ai coupé le son. Voilà, merci. Et troisième bloc de personnes à informer, ce sont les intervenants qui vont réaliser des transports, puisque vous allez le voir, on va recueillir des informations sur les différents transports. Alors, des précisions sur la diapo d'après, sur les droits des personnes accompagnées. On se trouve ici dans un recueil qui est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ça veut dire qu'on va informer les personnes, mais on ne va pas aller chercher un recueil du consentement. On ne va pas avoir cette étape à faire, ce n'est pas un recueil du consentement personne par personne pour ce recueil. En effet, le droit d'opposition ne s'applique pas et le droit d'effacement n'est pas applicable non plus. Pour autant, il y a certains droits qui peuvent être exercés, donc le droit d'accès, donc savoir si les données des personnes, quelles données sont traitées, en avoir une communication dans un format compréhensible. Les personnes ont un droit de rectification en cas d'erreur ou d'inexactitude et un droit de limitation, donc pour geler l'utilisation des données alors pendant une période de contestation. Pardon. Donc on voit que les droits, comme on est dans une mission d'intérêt public, on est voilà les établissements sont tenus d'informer, mais pas d'aller chercher un recueil de consentement. Alors, de façon pratico-pratique, au sein des ESMS, on discerne 3 étapes. La première étape, c'est préparer la participation au recueil. Donc, j'ai envie de dire avant, il y a choisir sa date de coupe. Une fois que vous savez à quelle date vous allez recueillir, en amont, il va falloir vous approprier la méthodologie. Donc, pour ce faire, il faut lire le guide méthodologique. Il y a des vidéos, il y a les webinaires auxquels vous participez aujourd'hui, qui sont des points d'information importants. Et il faut vous approprier les différentes fiches. Ensuite, l'équipe projet dédiée au recueil va devoir communiquer et préparer le recueil de manière opérationnelle. Donc, il va falloir informer, c'est la première étape, le personnel, les usagers, déterminer les tâches de chaque collaborateur, mettre en place un rétro-planning. Donc là, on est vraiment dans une démarche projet et mobiliser les équipes en leur expliquant bien l'importance du recueil pour la réforme. On vous invite également à diffuser largement la documentation qui est mise à votre disposition aux collaborateurs, mais également aux partenaires pour bien expliquer dans quel contexte s'inscrit ce recueil. Ensuite, donc, il y a la phase de mise en œuvre opérationnelle des données. Donc, pendant 14 jours calendaires, vous allez recueillir ces données parmi les différentes options disponibles. Et ensuite, il y aura une phase de saisie et de contrôle des informations qui sont saisies. Alors, pour saisir et transmettre les informations, vous allez avoir 2 outils. Donc, dans un premier temps, un logiciel qui s'appelle Ramsès-PH, qui est un logiciel dit client lourd, c'est-à-dire que c'est un logiciel que vous allez devoir installer en local sur vos postes au sein des établissements. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un client lourd? Puisqu'en fait, on va manipuler ici des données personnelles. Donc, il faudra vous identifier pour rentrer sur ce logiciel. Vous allez saisir tout un tas d'informations sur ce logiciel, on va y revenir. Et ensuite, ces informations vont être transmises sur une plateforme. Et au moment de la transmission, il y a une phase de pseudonymisation qui va avoir lieu. Et donc, ça casse le lien vers l'information initiale. Donc, on ne peut pas remonter vers les informations de votre établissement. Donc, ce logiciel Ramsès, il est disponible aujourd'hui, il est disponible depuis vendredi, depuis la publication officielle du décret sur la page de téléchargement de la TIH. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger.
Il va permettre de collecter les informations donc saisies pendant les 14 jours de votre coupe. Vous avez 2 possibilités, soit vous faites de la saisie manuelle, vous avez aussi des possibilités d'import, c'est-à-dire que si vous avez des systèmes d'information qui sont développés et qui vous permettent de pré-remplir certaines informations, vous allez pouvoir faire des exports de votre système d'information et venir réimporter ces informations dans Ramsès PH. Donc, la possibilité d'import est développée. Vous avez également à votre disposition un fichier de pré-remplissage. Donc, encore une fois, toutes les infos sont sur la page de la TIH, qui vont vous permettre d'éviter de ressaisir certaines informations, notamment sur tout ce qui est capacité, toutes les informations qu'on a pu récupérer de vos établissements depuis la base Finesse. Alors, une fois que votre saisie est terminée, vous allez pouvoir transmettre ces informations vers la plateforme. Donc, c'est un site web qui s'appelle IPH. Donc, vous allez transmettre les lots d'informations et sur cette plateforme, vous allez pouvoir générer des tableaux de contrôle qui vont vous permettre de voir si vos données présentent une cohérence globale, s'il y a des atypies ou des incohérences. Alors, si vos données sont atypiques mais représentent votre activité, pas de problème. Par contre, si vous voyez des incohérences majeures, il faut revenir dans Ramsès, modifier vos données et les retransmettre de nouveau. Une fois que vous estimez que vos données sont d'une cohérence satisfaisante, vous allez pouvoir, sur la plateforme, valider vos données. Dire: «Je valide, mon travail est terminé, j'ai des données d'une qualité suffisante». Donc, on voit que tant que vous n'avez pas validé vos données, on considère que vous êtes dans une phase de travail. Et l'encart en vert sur cette diapo, qui revêt toute son importance, c'est la première étape. Pour aller vous connecter à tous ces outils, vous allez avoir besoin d'un compte plage, donc d'un identifiant, pour pouvoir vous connecter. Donc, il faut un identifiant plage. Alors, si vous faites déjà le tableau de bord, vous connaissez ce système-là, donc qui est un système voilà, obligatoire de gestion des accès sur les différents outils de la TIH. Et il va falloir demander le rôle de gestionnaire des fichiers sur le domaine PH. Alors, encore une fois, vous allez trouver la procédure pour faire tout ça sur le site et c'est vraiment la première étape. Vous ne pourrez pas ouvrir Ramsès PH si vous n'avez pas les droits. Vous ne pourrez pas transmettre si vous n'avez pas les droits. Donc, c'est vraiment la première étape à faire. Alors, plus généralement sur les outils, donc là, on a vu les outils techniques, mais vous avez aussi tout un ensemble d'outils d'appui pour vous aider dans ce recueil-là. Donc des informations générales sur la réforme et son contexte, sur le recueil. Donc vous allez voir des vidéos de présentation générale si vous avez besoin de communiquer, des vidéos de présentation générale du recueil. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup d'informations ciblées donc pour répondre aux différentes questions que vous allez pouvoir vous poser. Donc, on va retrouver les modèles de notes dont j'ai parlé au moment de l'information des usagers, un guide méthodologique, une foire aux questions donc qu'on essaye d'alimenter toutes les semaines. Donc, elle est déjà assez fournie, hein. Il y a déjà eu 3 versions depuis début janvier. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter et en général, voilà, il se peut que certaines questions que vous vous posez aient déjà été posées par d'autres avant vous. Vous trouverez sur la page également de la TIH les différentes fiches au format éditable, le manuel d'utilisateur de Ramsès PH, le guide de la plateforme, les formats des fichiers d'import et d'export du logiciel, tout un ensemble de vidéos de présentation des outils. Il y a des démos du logiciel également. On a également, donc la CNSA a également mis à disposition un support qui présente les nomenclatures et les besoins et les prestations. Donc là, voilà, c'était un complément qu'on a ajouté quand on a vu les différentes questions. Donc vous allez trouver l'ensemble de ces éléments et la procédure de gestion des comptes plage, donc le système d'identification. Alors l'encart en violet, Jeanne, je te passe la parole si tu veux en dire un mot. Merci Fabienne. Oui, effectivement, on tenait à vous assurer que tous les outils que nous mettons à votre disposition ont été testés et travaillés avec des ESMS représentatifs en fait. Il y a eu un échantillon, une dizaine de structures qui ont pu tester notamment les fiches de recueil. Et donc, on a pu recueillir leurs questions pour pouvoir alimenter les outils qui vous accompagnent. Merci, Jeanne. Voilà. Pardon. Pas de souci. Et donc, là, vous avez vu le lien. Donc, je pense que vous êtes déjà probablement en train de regarder toutes ces ressources.
Et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, on a 2 lignes de support pour vous accompagner donc tout au long de la campagne. Tout d'abord, une ligne de support pour vos questions qui porterait sur la méthodologie. Si vous ne comprenez pas un indicateur, une définition, donc c'est la première adresse courriel qui s'affiche à l'écran. Donc c'est méthodo.ph@excollion.com. Et vous avez également une ligne de support technique. Donc là, c'est si vous avez un problème, un bug dans le logiciel, un problème avec la plateforme. Donc là, c'est support@atih.santé.fr. Alors, on vous demande de façon insistante de choisir une des 2 adresses et de ne pas doubler les envois aux 2 adresses. En effet, on a un système de tickets. Donc, chaque fois que vous allez poser une question, un ticket va être créé. On prend en compte vos questions, n'ayez pas de crainte là-dessus. Mais si vous doublez sur les 2 adresses, en fait, nous, on va perdre beaucoup de temps à pointer, est-ce que cette question a déjà été répondue d'un côté ou de l'autre? Donc il y a un peu plus de 4000 établissements qui participent, au recueil. Donc dans la mesure du possible, on vous demande vraiment, de choisir une seule adresse et de bien prendre connaissance de déjà toute la documentation qui est mise à votre disposition et notamment la foire aux questions avant d'aller poser des questions sur ces 2 lignes de support. Je me permets, pardon, puisqu'on était sur le caractère informationnel, j'ai eu 3 questions dans le chat, donc comme ça on fait une petite coupure question. Alors juste parce que j'ai eu des remarques, la présentation ne sera pas nécessairement diffusée parce que nous n'avons pas vos adresses mail, mais le webinaire sera mis en ligne sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Fédération des créailles, et donc vous pourrez le consulter. Voilà, j'ai eu 3 petites questions, donc j'en profite. En cas de dispositif d'ITEP, on peut avoir 2 finesses. Est-ce qu'il faut scinder d'un côté l'ITEP, on va dire, et le CESAD, ou est-ce que c'est qu'un seul remplissage? Si on a 2 numéros finesse établissement. Il est recommandé de prendre le finesse qui sert à la tarification dans ce cas, il y a forcément un regroupement qui est fait, même s'il n'y a pas un seul finesse. D'accord. Est-ce qu'il y a une collecte de données pour l'accueil temporaire? Alors, dans les fiches de recueil, vous pourrez voir qu'effectivement, on précise, donc là, on va pouvoir les voir un peu plus en détail, mais pour donc il y a une fiche individuelle pour chaque enfant suivi, accompagné, et donc on précise s'il s'agit d'un accueil temporaire ou permanent. Non, mais on fait autre chose en même temps. Pardon, il y a une. Et une autre question. Alors, une question, les EMAS sont concernés? Non, les EMAS ne sont pas concernés. Ça a été Oui, c'est un présenté tout à périmètre. l'heure. Il faut une notification MDPH. Est-ce qu'il y a un modèle de courrier d'information au personnel? Parce qu'il y a des modèles de courrier d'information des personnes accompagnées de leur tuteur. Y a-t-il un modèle de courrier pour le Euh, personnel? il faudrait que je regarde à nouveau le guide, je n'en suis pas Non, on n'en certaine. a pas mis, hein. Nous, voilà, c'est les notes donc qui ont d'ailleurs été transmises à la CNIL pour à destination donc des personnes, mais pour les personnels, voilà, c'est à la main de chaque structure. Donc vous pouvez reprendre des éléments, des notes qui ont été adressées donc aux usagers, mais elles ne sont pas adaptées pour à destination des personnels. Et enfin, une dernière question, et puis on reprend. Il semblerait, certaines personnes ont déjà regardé que certains outils qui étaient en ligne ont disparu avant d'être republiés. Et donc, est-ce que les outils mis à disposition font encore l'objet d'actualisation? Alors, j'ai envie de dire oui, et heureusement, comme on l'a dit, il y a des mises à jour de la FAQ. Alors, c'est peut-être ce document qui fait l'objet de cette question, mais sinon, tous les autres outils, enfin, Fabienne, sauf Oui, oui. voilà, tous les autres outils n'ont pas vocation à changer, mais Et si toutes les semaines, on met à jour la foire aux questions. Donc, Et il se peut qu'on ait des choses à préciser, mais à ce moment-là, on met donc sur la page internet, on met modifiez-le.
Comme ça, vous pouvez, si jamais il y a une modification, puisque en effet, on est sur le début du recueil, et il se peut qu'on ait des précisions à apporter dans un document ou dans un autre. Et donc c'est ce qui explique les dates de publication ou de republication. D'accord. Je vous propose qu'on continue pour que vous Parfait, présentiez un peu la suite. très bien. Et on aura une autre salve de questions ensuite. Alors, concernant maintenant le contenu du recueil. Alors, donc, les établissements et services qui vont recueillir les informations vont les recueillir sur plusieurs pans. Il va y avoir des informations qui vont concerner la structure, des informations qui vont concerner les personnes accompagnées qui sont présentes pendant la période de recueil, et des informations qui concernent les transports et les déplacements réalisés. Ce sont trois types d'informations qui sont nécessaires pour pouvoir ajuster les besoins de financement et ajuster donc le modèle de financement. Alors, pour aller un peu plus en détail, vous allez avoir quatre fiches différentes, enfin, il y a quatre fiches différentes qui sont mises à votre disposition. Une fiche structure, une fiche coupe, une fiche transport et déplacement et une fiche individuelle. On va aller un peu plus en détail sur chacune d'entre elles. Donc, par exemple, pour la fiche structure, on va vous demander donc des détails sur la structure, son identification, sa description, donc des choses assez administratives, puis des informations sur l'activité qui est réalisée de façon annuelle. Il y a donc une fiche à remplir par finesse géographique pour l'ensemble de la coupe. Donc pour rappel, la coupe c'est 2 semaines. Donc il y aura une fiche à remplir pour l'ensemble de ces 2 semaines. La fiche structure, c'est une fiche pour les 2 semaines. Donc je vais directement vous la présenter. La fiche structure, donc il y a ces éléments-là que vous voyez affichés. Ces éléments sont demandés, donc l'identification de la structure, la capacité autorisée et installée, la file active par modalité d'accueil et public accueilli. Il y a également les données d'activité annuelles et d'organisation par modalité d'accueil, ainsi que les par public accueilli. Vous avez les postes vacants sur l'année 2023. Également la quote-part du temps de scolarisation qui est assurée par un professeur mis à disposition de l'Éducation nationale. Il y a un focus sur ces éléments-là. Vous aurez des questions sur les partenariats, les conventions, les coopérations qui sont menées avec les autres, les autres structures partenaires. Et vous aurez également des informations à remplir concernant les données comptables de 2023, notamment en charge des transports, des extraits des comptes annuels, et puis des informations administratives concernant les correspondants de l'étude, donc en fait les interlocuteurs à joindre pour ce recueil, en fait, si jamais on a besoin de joindre la structure. Donc vous avez ici un extrait en fait de la fiche en elle-même, donc qui se présente comme sur la partie gauche. On vous demande vraiment de pouvoir regarder la fiche de recueil avec le guide méthodologique qui est mis à votre disposition et de vraiment de regarder point par point les éléments qui sont demandés et les définitions qui sont apportées, puisque la fiche, comme vous pouvez le constater, est déjà assez complète et nous ne pouvions pas mettre de précisions supplémentaires, donc on les a mises dans le guide méthodologique. Donc parfois vous allez trouver des définitions, vous allez pouvoir avoir des exemples qui sont proposés et c'est important de pouvoir les consulter pour pouvoir remplir de façon correcte ce qui vous est demandé. Donc, vous voyez ici, on a un point d'attention sur la capacité autorisée. On demande la capacité autorisée, donc on explique ce qui est attendu. Il y a également une définition qui est donnée pour bien faire la différence entre place autorisée, place installée. Et donc, ces éléments-là sont à lire dans le guide méthodologique, donc qui est disponible sur le site de la TIH au même endroit que les autres documents. Et donc, je vous encourage vraiment à regarder en parallèle les fiches de recueil et le guide pour bien comprendre tout ce qui vous est demandé. J'insiste parce que certains éléments peuvent paraître, n'ont pas forcément les mêmes définitions de la vie de tous les jours, et donc c'est assez rapide de pouvoir avoir une confusion.
Après la fiche structure, je vais vous parler de la fiche coupe. Alors, la fiche coupe, c'est un document dans lequel vous allez pouvoir renseigner des informations relatives à la structure, donc à votre établissement, votre service, qui sont vraiment des informations qui sont vraiment liées à la période des 15 jours du recueil. Là, c'est comme pour la fiche structure. Il y a une fiche à remplir pour la coupe et c'est pour remonter en fait l'activité qui est effective sur cette période. Donc la fiche coupe, vous allez donc préciser les dates de la coupe que vous avez choisies, donc les 2 semaines que vous avez identifiées pour faire votre recueil, et donc qui sont euh, les plus caractéristiques de votre activité habituelle. Donc, comme l'a dit Fabienne, attention, hein, une coupe commence toujours un lundi, se termine un dimanche et ça dure 14 jours calendaires consécutifs. C'est pas une semaine et puis une autre semaine plus tard. C'est vraiment 2 semaines qui se suivent. Il y aura des informations concernant les personnes accompagnées, donc la file active. Et puis, on va vous demander également le nombre de personnes qui ont une notification d'orientation valide de la CDA-PH. Et enfin, des informations concernant les professionnels qui sont présents pendant la coupe. Donc, ce qui est demandé, c'est les catégories de professionnels présentes au moins sur une journée lors de la période de coupe. Et donc de préciser s'ils sont salariés, intérimaires, mis à disposition par l'Éducation nationale ou si c'est un poste vacant. Donc la fiche coupe, voilà, c'est un peu le même format que la fiche structure présentée tout à l'heure. Donc là encore, vous avez donc les éléments qui vous sont présentés. Là, vous voyez, c'est tout petit, hein, mais le petit encadré représente les métiers en fait dans votre structure. Vous devez remplir le nombre de salariés ou d'intérimaires ou de mis à disposition ou de postes vacants. Et puis l'équivalence en temps plein. Donc là encore, comme pour la fiche coupe, il est important de vous référer au guide utilisateur, guide méthodologique, pardon, qui vous apportera des précisions sur l'ensemble des données qui sont demandées. Il y a ensuite la fiche transport et déplacement. Donc, c'est une fiche qui demande à renseigner des éléments sur le transport des personnes accompagnées, mais également des trajets des professionnels. Donc là, c'est une fiche à remplir par intervenant pour la coupe. Donc, c'est une vision un peu différente, puisque là, il s'agira pour chaque personne, chaque professionnel qui va faire un transport, un trajet, de remplir une fiche. Il y aura donc un nombre beaucoup plus important de fiches. Sur chaque fiche, il faudra pouvoir identifier l'intervenant, donc la personne qui va faire le trajet, de cocher les jours pour les 2 semaines de coupe où l'intervenant a réalisé au moins un transport ou un déplacement. Donc ça va concerner à la fois les transports des personnes accompagnées, des enfants, mais aussi des déplacements professionnels. L'idée, c'est de décrire l'intégralité des transports ou des trajets qui sont réalisés. Et pour chacun d'entre eux, il faudra pouvoir inscrire la date de réalisation du transport, donc qui est forcément pendant la période de coupe, le nombre total de transports de personnes accompagnées, le type de transport et la nature du transport. Donc tout ça, c'était... Hop là, la fiche est ici. Vous avez donc la fiche sous les yeux. Vous voyez dans la partie basse du document à gauche le tableau donc il y a une ligne par transport et donc il faut pouvoir remplir les éléments ou cocher les éléments en fonction de la caractéristique de ce transport. Là encore, vous avez le guide méthodologique qui vous apporte des exemples puisque ça peut susciter beaucoup de questions vu que ce n'est pas une façon de compter les déplacements, en tout cas qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant. Donc c'est important de bien vous référer au guide. Et depuis 3 semaines, on répond à de nombreuses questions, notamment sur les déplacements. Donc vous aurez sûrement des réponses à vos questions dans la foire aux questions. Et enfin, la fiche individuelle. Donc là, c'est une fiche qui décrit la personne accompagnée. Et donc, il s'agit donc d'une fiche par personne accompagnée. Donc là, vous aurez autant de fiches individuelles que de personnes
accompagner pendant le recueil. Alors, la fiche individuelle, elle va demander des informations concernant donc son identification, donc le type de clientèle. Donc attention, c'est un terme qui est utilisé dans le répertoire finesse, type de clientèle. Donc c'est le public accueilli en fait. La situation de la personne accompagnée, sa présence, donc les jours de présence, les modalités d'accueil, le nombre de séances dont la personne a bénéficié. Des informations sont également demandées sur le type de scolarisation, le volume d'heures de scolarisation avec les transports en lien avec cette scolarisation et le nombre d'heures selon le type de prestation. Donc prestation que vous connaissez peut-être avec la nomenclature des besoins et des prestations. Un support est également mis à votre disposition sur le site de la TIH à ce sujet. Donc, hop, la fiche individuelle. Donc, vous avez également donc, des éléments qui concernent donc, l'identification de la personne. Par exemple, ici, il est question de la déficience de la personne. Donc, vous devez indiquer la déficience principale de l'enfant parmi une liste qui est proposée. Et donc, vous avez les éléments qui peuvent vous apporter des précisions dans le guide méthodologique. Ici, c'est la page 38 qui vous apporte des points d'attention également. Hop. Voilà pour la fiche individuelle. J'imagine que vous avez des questions. Alors, il y en a déjà effectivement dans le chat. Est-ce que l'extension, les dispositifs financés en CNR qui sont rattachés à un SMS sont concernés par la coupe? Alors ça, c'est une question effectivement qu'on a eue. Euh, les financements CNR doivent être ne sont pas compris en fait dans le recueil. Ils ne sont pas partie des financements pérennes qui sont utilisés pour les places dans les structures. D'accord. Une seconde question, alors c'est plus une remarque qu'une question. Pourquoi les données structures sont celles au 31/12/2023 et pas celles au 31/12/2024? Alors, c'est aussi une question dans laquelle il y a une réponse dans la FAQ, puisqu'on l'a déjà eue. Dans la fiche structure, il y a des éléments de comptabilité, notamment sur la partie transport, puisqu'on va venir chercher à détourer les charges de transport. Et les données, donc les données 2024 à ce jour ne sont pas arrêtées, hein, les comptes ne sont pas arrêtés. Donc on a les comptes au 31/12/2023. Donc par cohérence, en fait, l'activité et l'ensemble des éléments sont également sur 2023. D'accord. Dans la fiche individuelle, le transport ne concerne que la scolarisation. Est-ce qu'elles ne sont pas déjà aussi dans la fiche déplacement? Alors, ce ne sont pas les mêmes données hein, qui sont demandées entre la fiche individuelle et la fiche transport. C'est vraiment deux choses différentes. En tout cas, les éléments demandés sont vraiment de deux natures différentes. D'accord. Alors, une question pratique dans Ramsès. Est-ce que les données peuvent être remplies de façon nominative et ensuite Ramsès les anonymise lors de l'export? Ou est-ce qu'il faut anonymiser les données avant de les transmettre sur Ramsès? Alors, c'est vous qui allez créer vos fiches individuelles. On vous invite donc à choisir un code interne et ce code interne restera au niveau de votre établissement. Donc, c'est à vous de définir quel code interne vous voulez utiliser. Et quand il sera transmis, c'est un autre numéro qui sera attribué. Il est demandé aussi la définition du véhicule individuel et du véhicule collectif. On a la Oui, réponse dans la FAQ aussi. oui, c'est bien. Non, mais ça veut dire que les questions sont logiques. Donc, effectivement, c'est le genre de réponse que vous pourrez retrouver dans la FAQ à partir de deux personnes transportées. Je crois que c'est ça en plus, non? Non, je Fabienne crois qu'on a mis au-dessus de 5. Non, au-dessus de 5, pardon. Oui, le véhicule individuel habituel. Je vais regarder ce qu'on a mis sur la FAQ pour la même chose.
Le week-end est passé, pardon. Oui, à partir de 4 personnes transportées, on passe au véhicule collectif. D'accord. C'est quoi le code d'identification interne? Et du coup, je vais rajouter une question, où le trouve-t-on? Le Alors, c'est à code, vous. pardon. Vas-y, Fabien, je t'en prie. Donc, en fait, c'est votre code interne. C'est le code que vous utilisez dans votre système d'information. Où le trouve-t-on? Voilà. Ça dépend. Enfin, j'imagine que dans vos différents logiciels, chaque usager a un code. Euh, donc, c'est votre code interne. Quelle est la définition d'une séance selon le travail qui doit être fait? L'OMS. Alors, on s'est appuyé sur le guide de 2019 sur le suivi de l'activité, guide 2019 de la CNSA, qui décrit effectivement avec plus de précision l'acte et la séance. D'accord. Concernant les indicateurs de complexité, donc vous renvoyez au guide de 2019 en fait pour la définition Oui, puis dans le de la guide séance. méthodologique, en fait, pour pas avoir à regarder trop de documents, ça a été repris dedans. D'accord, donc il y a la définition. Oui. Et de l'acte aussi, j'imagine. Oui, 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 oui. D'accord. Concernant les indicateurs de complexité sur les fiches individuelles, est-ce qu'on doit considérer les cas en prestation de 4 ou d'autres cas? Vous savez, dans les prestations Séraphin, il y a la prestation de mémoire, hein, situation complexe ou demandant une coordination particulière. Alors, dans la fiche individuelle, là, comme je vous le mets sous les yeux, vous avez les indicateurs de complexité de la situation et notamment, donc, vous avez 3 petites questions. Je vais essayer de vous retrouver les autres questions. Ça sera peut-être plus simple. Je me permets d'arrêter le partage ici pour aller en récupérer un autre. Je vais aller directement sur les fiches. Toc, toc, toc. Alors, j'en profite pour poser la dernière question qui est remontée. Est-ce qu'on est obligé de remplir l'information pour l'ensemble des enfants de la structure ou est-ce qu'on peut retenir qu'une partie représentative des jeunes accueillis? Je vais Non, répondre. pardon. Hop, tu cherches. Non, ben, donc non, il faut bien. Le recueil porte sur l'ensemble des enfants accueillis. On a vraiment besoin d'avoir la complétude de l'information. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non, vous ne le voyez Si, pas? c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, pardon. D'accord, donc là, vous avez les fiches que j'ai été chercher sur le site de la TIH, donc vous pouvez également pouvoir imprimer si vous souhaitez pouvoir les voir, en parler avec les professionnels concernés par le recueil. Donc là, c'est la fiche structure. Hop, je vais descendre un peu. La fiche coupe, la fiche transport. Et donc maintenant, sur la fiche individuelle, vous avez effectivement les indicateurs de complexité de la situation, donc qui se découpent en plusieurs items. Donc on a ici un premier lot de questions sur le comportement de la personne. Après, vous avez la situation de la personne par rapport à un accompagnement continu spécifique, donc comme on peut l'appeler le un pour un, les mesures de protection qui sont éventuellement mises en place, donc avec l'ASE ou les mesures de protection judiciaire de la jeunesse. Et après, le statut de la personne accompagnée, sachant est-ce qu'elle relève d'un PAG, est-ce que c'est un enfant qui relève de l'amendement Creton, ou un jeune qui relève plutôt de l'amendement Creton. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui sont demandés. Quelle était la question plus précise, Antoine? Excusez-moi, j'ai oublié. C'est sur la cotation en termes de complexité. Est-ce que c'est de la prestation de 4 situations complexes ou est-ce que c'est une Non. caractérisation de la personne en fait? Non, non, là Hein, c'est vraiment à la personne. C'est pas forcément si elle déclenche une prestation telle qu'on l'imagine enfin en tout cas telle qu'elle est caractérisée dans la nomenclature des prestations. Là c'est vraiment on prend la personne et on répond à ses questions par rapport à son comportement, par rapport aux mesures de protection, voilà. D'accord. Ensuite, il y a une autre question sur si on peut avoir des précisions sur le modèle tarifaire. L'objet du webinaire est vraiment de présenter la question des coupes et la question du modèle tarifaire sera peut-être
évoquer ultérieurement dans d'autres webinaires quand l'ensemble des arbitrages et des éléments auront été pris. Voilà. Oui, exactement. Là, c'est vraiment un point technique sur les coupes. Est-ce qu'il y avait un besoin d'apporter des précisions et de rassurer aussi? Donc voilà, c'est tout l'objet de ce webinaire. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui remontent parmi les participants? Et vous pouvez éventuellement lever la main aussi si vous ne souhaitez pas avoir recours au chat. Non? Pas d'autres questions sur le recueil des données? Ah, Madame Tergemina, vous avez levé la main, semblerait-il. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je souhaitais savoir, lorsqu'on a pris connaissance des éléments donc disponibles sur l'ATI, il y avait des fiches en format Excel et des fiches PDF pour les formats éditables. Alors, je retrouve plus les fiches Excel, il me semble, mais on s'est rendu compte que sur le format Excel, sur la fiche individuelle, on n'avait pas les mêmes données. Donc là, vous venez de parcourir, il me semble, la fiche individuelle. Donc, est-ce que on a le format en Excel disponible et est-ce que ça comporte les mêmes données? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas les mêmes questions. La fiche Excel comportait des données bien plus conséquentes, Alors, notamment de l'autonomie et de dépendance. Pardon. ok. On n'a pas mis à disposition sur notre page, alors pour ce recueil de fichiers Excel, alors c'était peut-être des fichiers de travail sur lesquels on avait échangé avec le GTN au cours de séances de travail précédemment, ou des fichiers qui étaient relatifs aux études nationales de coûts ou au précédent recueil. Mais pour ce recueil-là, on n'a pas mis à disposition sur le site des fichiers Excel. On les a mises en format PDF imprimable. On peut éventuellement mettre à disposition ces fiches Excel. Pour autant, on alerte sur le fait que si vous saisissez dans Excel, vous ne pourrez pas réimporter dans le logiciel. C'est aussi pour ça qu'on ne les met pas à disposition directement sur le site de la TIH, puisqu'on ne veut pas que les établissements fassent de la saisie dans Excel et après nous disent on n'arrive pas à mettre dans Ramsès, puisque c'est pas du tout fait pour. Le format Excel, il est voilà, c'est pour information si vous voulez retravailler des choses derrière, mais ce n'est pas du tout le format d'import. Les formats d'import, ils sont mis à disposition sur le site de la TIH. Donc là, vous pouvez aller voir les différents fichiers, les différents formats d'import, mais c'est pas. Vous pouvez les ouvrir dans Excel, mais ce n'est pas les fiches, c'est pas les fiches Excel. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et si vous souhaitez avoir ces fichiers, il faut en faire la demande auprès du support Méthodo. On les mettra pas en ligne, hein, les fiches Excel directement. Ok, merci, c'est compris. Alors, il y a un petit commentaire dans le chat. Il semblerait que sur le site de la TIH, je pense, les dates, le nouveau calendrier des coupes n'ait pas été mis à jour. Voilà. Donc, Pourtant, on l'a mis à parce que- jour. Alors, ah, j'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes dates sur pour les coupes sur le site que celles présentées tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est un commentaire dans le chat. là, je suis sur le site. Alors, j'aimerais bien. Est-ce que la personne peut dire dans quel document ça nous... Ça, on pourrait avoir la correction, s'il vous plaît. Le calendrier a bien été mis à jour, donc oui. Alors, je peux faire de la délation, mais je ne me le permettrai pas. Oui. Non, Parce mais que j'ai savoir l'ordre. dans quel document c'est. Non, non, je ne demande pas qui c'est. Je demande juste le document, comme ça on pourra mettre à jour le cas échéant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Bonjour. Voilà. Du coup, effectivement, mais peut-être que c'est moi qui me suis trompée. Je suis allée sur le site et je vois dans... Mais ça a été très très vite votre présentation, j'ai pas eu le temps de noter toutes les dates. Mais dans calendrier des coupes, et après je oui. vois 21 mars, 27 mars, 28 mars, 3 avril, 4 avril, 10 avril. Et il me semble que tout à l'heure j'en ai vu plus. Vous aviez dit que vous en aviez remis en... Vous êtes vous en sur a- il y quel a eu- document, sans vouloir... Ben, sur votre site. Alors, sur le site, quand on arrive sur la page, vous êtes bien sur le recueil 2025. Bah oui. Là, en fait, sur la page
C'est pas grave. Si ça a été mis à jour, je vais trouver. Je vais pas Non, non, mais déranger toutes les personnes. non, il Je n'y a vais pas de trouver. souci. Mais non, mais s'il y a une incohérence, je veux bien la corriger Non, mais également parce que si vous l'avez vous vu mis à jour, c'est moi qui ne suis. Voilà, c'est pas grave. Je vais retrouver. Je vais retrouver. je suis Voilà. désolée, Merci. parce que sur la page, sur le calendrier prévisionnel, d'ailleurs on peut enlever prévisionnel, c'est indiqué du 3 février au 6 avril, sur l'une des 8 périodes de 14 jours. Donc peut-être que c'est sur une vidéo ou sur quelque chose. D'accord. Bon, je vais rechercher. Merci. Je ne vous dérange pas plus. Je suis Merci beaucoup. désolée. Y a-t-il d'autres prises de parole souhaitées? Non. Bon, ben écoutez, je vous remercie pour votre... Ah, si, allez-y, monsieur. Il vous faut réactiver le son, peut-être. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, bonjour à tous. J'ai envoyé un message sur le chat parce qu'en fait, on a zéro information. On a participé au COUP depuis 2019 et en fait, la seule info que j'ai, c'est l'invitation à ce webinaire. Ah, en dehors des informations législatives qu'on a tous, j'ai pas eu d'autres infos, j'ai pas de documents, j'ai pas d'invitation à aller sur un site, rien. Vous n'avez pas eu de communication de la part de votre ARS non plus? Non. D'accord. On essaye de communiquer par plusieurs canaux. Effectivement, on passe par les fédérations, on passe par les ARS, en espérant qu'il y ait au moins un canal qui vous permette d'avoir l'information. Donc peut-être vous rapprocher de votre ARS vous êtes sûrement en contact avec elle, mais pour savoir s'il y a bien une information sur le recueil qui est qui est à leur connaissance. Euh, C'est la TI voilà. qui finissait les Nous, documents. on a envoyé un mailing la semaine dernière, donc à tous nos justement sur nos contacts donc PH, on a envoyé un mailing vendredi. On n'a rien reçu. Il est possible de vous redonner les adresses mail pour récupérer tout ça ou pas? Oui. Vu qu'il y a 4000 établissements. Alors, moi, je pense que ça serait peut-être plus efficace de passer par votre ARS, qui en fait est aussi dans la boucle de nos échanges. Il vérifie bien que les structures que nous avons contactées sont bien toujours soit ouvertes, soit peut-être qu'il en manque, parce qu'il peut y avoir des ouvertures dans les derniers mois et notre fichier n'est pas forcément un jour. Donc, c'est vrai qu'ils sont vraiment au courant normalement de ce qui se passe et mettent à jour les listings. Donc, peut-être que s'il y a eu un défaut de communication, remontez auprès d'eux votre interrogation à ce sujet pour pouvoir être dans la boucle des futurs échanges. Je prendrai vos emails et je vous renverrai si vous pouvez donc renvoyer l'ensemble des emails, on vous renverra la documentation technique. Je ne sais pas si Ouais. Et je me permets, synthèse. Pardon. je me permets, je sais pas si vous m'entendez, Olivier Paul, directeur du financement de l'offre à la CNSA, je vous ai rejoint tardivement. Je vous prie de m'en excuser. Peut-être contacter vos contacts habituels en délégation départementale. N'hésitez pas à mettre en copie le siège, hein, vos interlocuteurs éventuels au siège ou la direction de l'autonomie au siège. Les délégations départementales ont bénéficié d'informations ces dernières semaines. Il est possible qu'effectivement certaines adresses ou certains établissements aient pas, mais typiquement même fin décembre, vous n'avez pas reçu le courrier. Non, non, et ce qui est surprenant, c'est que dans ces 19 établissements et services, c'est la Fondation Lucie Lebon. Ce qui est surprenant, bon, moi j'ai changé de secrétariat par exemple, donc l'adresse mail a pu changer, mais la direction générale n'a rien reçu non plus. Donc c'est particulier. Et aucun site aucun site n'a jamais Non. été. Et on a fait les coupes, on a participé aux coupes depuis le début. Moi j'en suis, j'ai bouclé ma 4e coupe par établissement. Renvoyez-nous vos adresses, on va regarder. Parce que le mailing technique de lancement du recueil, donc on a mis à disposition Ramsès vendredi et nous on a adressé un mailing technique vendredi suite à ça avec les étapes, ce qu'il fallait faire.
Très bien, Mais, je vous remercie. ok, merci. Monsieur Terminé, pardon. Oui, bonjour. Une petite question concernant la plateforme IPH sur le Securipass, l'administrateur plage de notre établissement est sur plusieurs structures. On a plusieurs structures ici. Et tout à l'heure, sur Ramsès, quand j'ai voulu créer mes premières structures, je ne peux en re-signer qu'une. Et j'ai vu que sur la page d'accès à Ramsès, on devait éventuellement retélécharger un Securipass, si ma mémoire est bonne, pour pouvoir avoir tous les autres établissements. Est-ce que c'est bien ça? Et j'ai vu qu'il y avait un guide méthodologique qui allait paraître et je voulais savoir quand est-ce qu'il allait paraître, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, le Securipass, c'est une procédure spéciale pour quand vous n'êtes pas connecté à Internet. Donc, c'est vraiment si vous allez avoir un poste qui ne va pas travailler sur Internet et ça n'a pas de lien avec le fait d'avoir plusieurs structures. Vous, là, vous allez travailler sur plusieurs entités, plusieurs établissements. Il faut vous assurer que vous ayez bien les droits. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les droits gestionnaire de fichiers des établissements, donc gestionnaire de fichiers PH sur un établissement, mais il faut que vous ayez le droit sur tous les établissements. Donc là, il est fort probable que vous ayez un compte avec des droits sur une des structures et pas sur les autres. Donc, allez vérifier que vous ayez bien l'ensemble, que vous ayez le droit de manipuler les données de toutes ces structures. Donc, il faut faire une demande d'emplage d'être gestionnaire des fichiers sur l'ensemble des structures pour lesquelles vous voulez. Donc, vous allez pouvoir créer les différentes structures dans Ramsès, il n'y a pas de souci. Mais Securipass, c'est une procédure différente. Hein. C'est quand vous êtes hors connexion. C'est pour travailler hors connexion. D'accord. Ok, bah, je regarderai. Et le guide méthodologique, vous avez une notion de quand est-ce qu'il pourra apparaître? Oui, alors la plateforme pour l'instant, là, c'est les derniers documents qu'on va mettre en ligne. Là, pour l'instant, on ne peut pas. La transmission, elle se fait une fois que les coupes sont terminées, donc dans 14 jours à partir du début de la première coupe. Donc là, a priori, personne n'est en capacité de transmettre pour l'instant. Donc on va mettre à disposition. On est en train de finaliser les vidéos de présentation sur la plateforme, les tableaux de contrôle. Très bien. Entendu. Merci. Alors, il y a l'APH des Vosges. Voilà, donc on a une petite question par rapport à l'identification et description de la personne accompagnée. Vous parliez d'un code interne de la personne accompagnée. Par contre, nous, dans notre gestion des données, on n'a pas ce code par personne. Alors, est-ce que c'est un code qu'on peut créer pour anonymiser la situation, genre le jeune qui commence, dont le nom commence par A, lui donner le numéro 1, 2, 3, 4, c'est un code uniquement interne? Oui, c'est votre code à vous. Concret, ouais. Ouais. D'accord. Après, voilà, il faut que vous soyez en capacité de remonter. Oui, d'attribuer un numéro à un jeune accompagné, quoi, ouais. Ok. Y a-t-il une dernière question? Ou deux? Non. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ah, si, Madame Tergemina. Alors, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être juste une remarque, ou peut-être une question aussi, de dire que c'est toutes les données qui sont à collecter, pour certaines, elles nécessiteraient aussi, aujourd'hui, on a quand même une inquiétude sur ce qu'on va faire remonter en termes de données, puisque on n'a pas forcément d'automatisation des données dans les logiciels et DUI dont on dispose. On est nous-mêmes concernés par un éditeur qui nous dit qu'il ne pourra pas nous accompagner sur la coupe Séraphin. On a quand même des échanges qu'on a engagés avec le GRAD pour pouvoir, au niveau local, il s'agit de la Réunion, de pouvoir évoquer nos difficultés, s'appuyer un petit peu sur ceux qui ont déjà participé aux enquêtes précédemment. Et voilà, c'est juste voilà, vous dire que dans les remontées de données qui vont être faites, on n'aura peut-être pas la réalité de l'activité, parce que cela supposerait qu'on soit déjà tous avec un séquençage, avec un volume horaire tel que vous le demandez, qu'on ait bien des calendriers qui sont fournis, qu'on puisse faire des extractions. Donc les uns et les autres, en fonction de notre état d'avancée, je pense qu'on va devoir faire du travail manuel.
Et la précision, voilà, en fonction des équipes, ça peut potentiellement se perdre. Donc voilà, c'est vrai que il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition, mais le temps d'appropriation que ça nécessiterait va au-delà du calendrier qui nous est donné, même s'il y a eu quelques semaines qui ont été rajoutées. Donc voilà, c'était juste pour vous indiquer, mais je pense que là, je ne vous apporte pas d'informations supplémentaires, que voilà, l'accompagnement de cette coupe va être quand même assez complexe et qu'on se rend compte que la partie automatisée et ce que les logiciels nous permettent, elle est quand même assez maigre à l'heure actuelle. Donc il y a quand même une question, c'est de savoir dans quelle mesure les éditeurs ont été associés à réaliser cette coupe et dans la mesure où ce seront plus ces données-là qui vont être demandées par la suite, c'est indispensable pour nous au moment où on sera vraiment sur un modèle tarifaire établi qu'on puisse s'appuyer sur l'automatisation parce que certaines associations ont quand même des agréments très conséquents et ce travail-là va avoir un impact aussi sur l'accompagnement sur le terrain. Alors effectivement, on entend bien et votre dernière question enfin, a été rapidement évoquée par Guillaume Marion tout à l'heure en ouverture. Depuis maintenant plusieurs années, on travaille désormais avec le projet qui concerne enfin, le Ségur du numérique hein, pour tout ce qui va concerner le dossier de l'usager informatisé. Et donc, on fait en sorte de pouvoir avoir les données qui seraient recueillies demain dans ce dossier de l'usager, donc dans l'ensemble des dossiers d'usager, donc que ça soit une sorte de cahier des charges en fait, qui soit pour tous les éditeurs. Et donc quand vous et vos professionnels, vous saisirez au fil de l'eau les informations dans le dossier, les informations qui seraient utiles pour la tarification seraient utilisées en fait. Donc il n'y aurait pas de double saisie ou de ressaisie d'autres informations que vous pouvez aussi renseigner dans d'autres systèmes d'information, notamment euh, les tableaux de bord de la performance. Il y a également des informations qui pourraient être récupérées. Donc ça fait l'objet là de travaux qui sont menés en parallèle parce que ça ne dépend pas du tout que du projet Séraphin ou du projet de réforme tarifaire. Là, ça touche beaucoup plus de projets, c'est beaucoup plus large puisqu'en plus, ça ne concerne pas que les établissements pour personnes handicapées. Mais ça fait partie des prérequis et des préalables, je devrais dire même, pour la suite du projet de tarification. Voilà. J'ai une dernière question dans le chat, merci. Qui détient les droits d'accès au téléchargement de Ramsès? Impossible de télécharger, vous n'avez pas les bons droits d'accès au logiciel. Alors, c'est à vous qu'il appartient d'aller demander vos droits. Donc, quand vous allez sur le site de l'ATIH, donc la page ressources où vous avez l'ensemble de la documentation, vous avez comment créer un compte plage et comment avoir les droits donc de gestionnaire des fichiers PH. Donc, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire avant. Vous ne pourrez pas télécharger le logiciel si vous n'êtes pas une personne habilitée pour ce recueil-là. Donc, si vous avez déjà un compte plage pour, par exemple, sur tableau de bord, donc là, il faudra demander une nouvelle habilitation sur la collecte PH. Et si ce n'est pas le cas, donc il y a le site, vous avez le lien sur le site de l'ATIH, vous allez demander la création de votre compte plage. Dans votre établissement, il y a un administrateur principal qui accorde les droits. Donc, tous les établissements en ont un. Et c'est lui qui est responsable de donner les droits aux différentes collectes. Donc, vous ne pouvez pas télécharger le logiciel si vous n'avez pas les bons droits. Et après, il y a les droits d'administrateur technique aussi qui peuvent se rajouter. Un gestionnaire des fichiers, en fait, c'est la personne qui va pouvoir manipuler dans Ramsès et vous pouvez, la personne qui, donc c'est vraiment la personne qui va faire les manips techniques. Il y a un rôle de lecteur si vous, voilà, si vous ne voulez pas que la personne puisse modifier. Mais en général, nous, on recommande d'être gestionnaire des fichiers puisque les personnes qui demandent à avoir accès dans notre cadre de collecte, c'est vraiment des personnes qui vont faire en général. Merci. Bien, écoutez, je crois que vous avez répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées.
Je rappelle que ce webinaire sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Fédération des créailles. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous remercie pour votre participation et votre présence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.